كي جا راه ولا مات لا قتلوه علاش قتلوه؟ جا من الحادث 5 ايام من نهار الخامس مات. همتوا هنا همتوا هنا همتوا لهي همتوا لهي. هذا الديار كل معمر وكل توس. هذاك الجامع راه وين معمر. Ils l'ont pris pour un mort lui. ايوا ونطوا كي درت؟ ايوا الصباح قعدت جبت معايا واحد اخر هزو على ظهري. Le lendemain, il a pris un autre blessé avec lui et il l'a sorti. Il y a combien de survivants? شحال سلكوا شحال كاين سلكوا من هذيك سلكوا فيها حوالي 15 لا زالت فيها حوالي 15 ماتت. Il y en a à peu près une quinzaine mais il y en a qui sont morts depuis hein. هو مضروب منهم في هذيك الرحمه منا لهنا مضروب لنا خارجه منها بالخدمه avec le fusil on lui a tiré dessus avec le feu كانوا دول العرب عندهم اخبار السكام في ال 28 ماي كيما صارت القضيه من الموت ومن بعد ما بعثوها القوالو ماشي كان الصحه ماليش نحكوا ضربه فعلا لا ما احنا رانا نديروا ميسيون ولا التلفزيون هي تاع التاريخ تاع الثوره وهذه تاع اللي جبت شوف هي واش نشوف واش كاين شوفوا المقبره اللي راه موجوده C'était des traîtres. C'était réellement des traîtres. Ils voulaient laisser l'Algérie à la France. Pendant qu'une autre partie de l'Algérie combattait pour leur liberté à eux, leur indépendance, leur dignité. C'était un devoir sacré à tout Algérien de faire la guerre aux traîtres, de lutter contre les traîtres. L'ennemi numéro un, c'était le traître. Ce n'était pas le soldat français venu après. C'était le traître le numéro un qu'il fallait abattre. Il fallait d'abord que le sang du traître coule. Ah oui, le traître, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Je vous dis, le traître, il est pire que le soldat français. Pour nous, c'était une histoire vécue sur le mode dramatique parce que c'est le combat des Atrides. C'est la majorité des gens avec lesquels nous étions en lutte et beaucoup d'entre nous, par exemple moi personnellement, j'étais tout le temps hostile à ces luttes, disons surtout à partir des années 57, là où elles ont été le plus violentes. C'était pour nous dramatique parce que les gens qui tombaient, c'était nos amis, nous les connaissions, nous avions milité ensemble, nous connaissions leurs familles souvent. Et ce n'était pas une chose extrêmement simple. Et je pense que les gens de la direction, pas ici en France, mais ailleurs, les vivaient d'une toute autre manière parce que ils n'avaient pas toujours connu ce monde, ils ne l'avaient pas fréquenté de la même manière que nous. Nous c'était nos camarades en 1954. Voici pour la première fois un reportage tourné de l'autre côté. Ce reportage, venu d'une source étrangère, a saisi une unité de rebelles algériens dans un camp d'entraînement dont la situation se place à l'est et en dehors de la frontière, c'est-à-dire en territoire tunisien. Harangué avant son départ par un commissaire politique, un détachement de 70 hommes s'est mis en route pour tenter de rejoindre la région de Constantine. Le congrès de la Soumam, tenu par le Front de Libération Nationale en août 1956, se dote d'un programme politique et surtout organise les maquis de l'ALN, l'armée de libération nationale. L'Algérie est divisée en 6 régions politico-administratives appelées wilayas. L'ALN compte près de 100 000 hommes en 1957. Mais cette armée se trouve confrontée à un obstacle majeur, la ligne Maurice, sorte de barrage électrifié le long de la frontière tunisienne. Les colonels de cette armée prennent de plus en plus d'importance par rapport aux dirigeants politiques, comme Aban Ramdan, le cerveau du congrès de la Soumam, ou aux chefs historiques, comme Ahmed Ben Bella, Hossein Ait Ahmed, Mohamed Boudiaf, arrêtés par les autorités françaises. L'ALN, à partir de 1957, ce sera surtout une armée aux frontières, au Maroc et en Tunisie. Les maquis de l'intérieur ont le sentiment d'être abandonnés. Dans l'optique du militaire que j'étais à l'époque, la mission à exécuter, elle était précise.
On nous avait dit de taper sur la briqueterie, on a tapé sur la briqueterie. Quand on s'est écarté, qu'on a vu partir la briqueterie en vol, soulevée par les bombes, en se disant que dedans il y avait l'école des Félagas, on a dit on a bien fait notre boulot. C'était un boulot à exécuter, on a bien fait notre boulot. C'est vrai, sur le sentiment de l'époque. Alors, ça peut paraître monstrueux avec le recul du temps. Mais j'essaye de me replacer vraiment dans la peau d'un gamin de 23 ans à qui on a donné une magnifique machine. En plus, c'était fabuleux de piloter un truc comme ça, pour faire un boulot précis, formé pour ça. On avait fait le boulot, on l'avait bien fait. Sakiet Youssef, après le bombardement, montre ses blessures. Nous, à 23 ans, il n'y a qu'à voir ce que sont les jeunes de 23 ans maintenant. Nous manquions totalement de culture politique. Nous n'avions qu'une formation, c'était celle de pilote de combat. On vivait dans un milieu qui était un milieu clos et protégé, même si nous avions des contacts avec la population. Et on allait bombarder au-delà d'une frontière. Bon, on nous avait donné l'ordre d'aller bombarder au-delà d'une frontière, on y allait. Vous pensiez aux types qui étaient en bas, enfin, sur qui tombaient vos roquettes ou vos bombes? Tout à fait. C'est vrai qu'on y pensait. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène et on m'a dit tu largues tes bidons sur le fumigène. J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre, pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. Mais dans le contexte du combat, où une mission suivait l'autre, aucune mission ne ressemblait à l'autre, on était vraiment pris dans un engrenage. Je crois que pour bien comprendre ça, il faut voir l'engrenage de la guerre, l'engrenage des opérations. À Sakiet, il y a eu des bidons spéciaux? Non, il n'y a pas eu de bidons spéciaux. On cherchait à détruire un poste de commandement. Nous, on larguait des bombes. Cette affaire s'est montée en plusieurs temps. Depuis 8 jours à peu près, je me posais au Wad Hamimine, qui est le terrain de Constantine, où je recevais des instructions. Et ces instructions, elles me venaient par un officier d'état-major qui me donnait une enveloppe à chaque fois pour me déterminer la mission effectuée le jour. Et le fameux jour de Sakiet Sidi Youssef, eh ben, l'enveloppe précisait les éléments même de la mission. Et la mission, ben, c'était d'aller asticoter un petit peu les Félagas qui se trouvaient à Sakiet. C'est-à-dire les provoquer, quoi. Les provoquer, bien sûr. Alors comme c'est une mission risquée, ça. Ben oui, quand j'ai vu la mission, j'ai demandé qu'on retarde un petit peu l'opération d'une demi-heure pour retourner à Tel Arma, prendre des gilets anti-flaques à mettre sur le dos et sous les sièges, de manière à se protéger de partout. Et effectivement, on vous a tiré dessus? Oui, on m'a tiré dessus. À Tunis, la journée de Sakiet a été marquée par des manifestations qui, dans l'esprit du gouvernement tunisien, étaient dirigées contre la présence des troupes françaises. Vous avez appris à quel moment que vous alliez bombarder des civils? Par les réactions dans les journaux. Pas le jour même, pas le jour même. On a appris par les réactions dans les journaux, par les protestations des Américains. Moi, je me rappelle des protestations des Américains. Puis on disait que c'est des cons, qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder? Franchement, les protestations des Américains, les protestations des Soviétiques. Là, on a commencé à réaliser en voyant des photos, Puis on se disait, même les photos, tout était truqué à l'époque. On s'est dit, c'est peut-être pas vrai, les photos. Les Tunisiens ont publié des photos, ils ont amené la presse, ils ont pris des photos, c'est peut-être pas vrai. Au fond, on voulait pas tellement y croire, hein, qu'on avait dégroupé des civils. Et ça n'est que des années après que j'ai retrouvé un confrère journaliste, puisqu'entre-temps j'étais devenu journaliste, et qui m'a dit « Ah bon, t'as bombardé Sakiet ?» Et bien moi j'étais dessous. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un sur qui j'avais largué des bombes. En paix d'Algérie, la grève totale a commencé depuis environ déjà un quart d'heure. Français d'Algérie, tout à l'heure, nous nous retrouverons tous au plateau d'Aiguillère, par milliers pour manifester contre toute politique d'abandon et contre tout ministre résident ne représentant pas à Alger un gouvernement de sa République seul capable de sauver. La ville presque calme au début de l'après-midi.
quasiment morte, s'est réveillée brutalement à 15 h et toujours au cri de l'Algérie française et d'autres slogans patriotiques, la foule continue à envahir, littéralement à envahir la place de la Poste et le square La Ferrière. Cette foule toujours plus nombreuse, cette foule qui donne une impression extraordinaire de densité.